Et Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staller. Bonjour Mario Baravecchia. Bonjour. En 2001, Bonjour. je le disais, vous étiez l'un des deux premiers finalistes de la Star Academy face à Jennifer, qui a finalement remporté la victoire. Aujourd'hui, vous venez de publier un livre intitulé « Mon père, ma bataille », consacré au combat de votre père atteint de la maladie de Charcot et que vous avez aidé à mourir en 2009. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de raconter ce combat ? Mais d'abord, merci de m'accueillir dans votre émission et de me laisser parler de cette histoire, qui est une histoire assez tragique, mais en même temps, c'était une libération pour moi d'écrire ce livre. Il m'a fallu un peu de temps, effectivement. Quand on est confronté à ce genre de maladie qu'on ne connaît pas, au début, on ne sait pas ce que c'est, la maladie de Charcot, on l'apprend forcément au fur et à mesure du temps. C'était compliqué pour moi de savoir comment rendre hommage à mon père, en fait. Voilà. Et pour vous dire la vérité, les années qui ont suivi le décès de mon papa ont été assez compliquées à digérer, compliquées à comprendre, forcément, puisque mon père avait toujours été à mes côtés dans mes débuts, puisqu'il a été mon premier producteur et mon premier manager lorsque j'avais 14 ans en Belgique. Et c'est lui qui a fait en sorte de me pousser vers la chanson, vers la musique. Et mon père, effectivement, a été atteint de la maladie de Charcot, mais son frère en est mort aussi l'année d'avant. Et son cousin Germain, en Italie, a été aussi atteint de cette maladie en 2008. Donc c'est une maladie qui a touché vraiment un noyau de ma famille, qui est dans cette tragédie, c'était une sorte de maladie d'ailleurs dite héréditaire. Voilà. Il y a plusieurs sortes de gènes, il y a plusieurs sortes de maladie de Charcot et forcément quand on apprend que elle peut toucher votre famille, vos enfants, etc., c'est compliqué à digérer. Dans le cadre de votre père, comment a-t-il été diagnostiqué ? En fait, nous étions en Sicile pour l'enterrement de son frère au mois de janvier 2009. Et après la cérémonie, donc nous avons déjeuné et j'ai vu que mon père avait une gêne pour se nourrir, pour manger, pour avaler. Et donc je lui ai dit, écoute papa, tu n'es pas comme d'habitude. Et il m'a dit, effectivement, j'ai une gêne quand j'avale les aliments. Et je lui ai dit, écoute, va en rentrant en Belgique, parce qu'il habite en Belgique, faire des analyses. C'est certainement la thyroïde. Voilà, comme il y avait plusieurs personnes de la famille qui avaient des problèmes de thyroïde, je pensais à ça. Et effectivement, en allant faire des examens, quelques temps après, il m'a appelé en me disant que on lui avait diagnostiqué la maladie de Charcot. Et rappelons qu'il n'existe pas de traitement contre cette maladie. Quelles ont été les étapes dans lesquelles vous avez pu accompagner votre père ? Est-ce que son état, du coup, s'est dégradé très rapidement ? Oui, il faut savoir que la maladie de Charcot, c'est une maladie malheureusement incurable. Il n'y a toujours pas de traitement aujourd'hui, même si on a l'espoir d'avoir sur certains gènes quelques évolutions, on va dire, mais il n'y a pas de traitement. Et lorsqu'on vous annonce que vous avez la maladie de Charcot, vous savez que entre les 6 mois et les 5 ans qui vont passer, vous allez mourir. Donc c'est vraiment une annonce horrible quand on vous annonce ça. Quand mon père me l'a annoncé, j'étais en studio, donc forcément il y a le monde qui s'écroule autour de vous. Et en même temps, vous revenez à vos esprits, vous dites à votre père, écoute papa, c'est certainement une erreur, on va faire une contre-visite ailleurs. Donc je l'ai amené à Paris à la Salpêtrière, chez un professeur qui malheureusement a fait le même diagnostic qu'au CHU de Liège. Et donc là, la nouvelle est terrible, parce que vous êtes avec votre père, vous êtes dans ce cabinet médical avec le professeur qui vous regarde et qui vous annonce ça assez froidement d'ailleurs, sans mettre de gants. Et c'est compliqué. Et après, malheureusement, effectivement, ça a été très rapidement. Nous sommes rentrés chez moi en Bourgogne avec mon père ce jour-là. Et lorsqu'il mangeait, il avait de plus en plus de mal. Et puis, forcément, les semaines qui ont suivi ont eu une évolution très rapide, donc il pouvait plus manger. 1 mois et demi après, 2 mois après, il fallait
fallait lui donner de la nourriture en mixée, voilà, pour qu'il puisse l'avaler. Et ensuite, ce sont la perte de ses nerfs, des muscles qui commencent à s'atrophier, donc il ne peut plus utiliser ses mains correctement, ses bras, puis ses jambes, et puis malheureusement, on finit dans un lit d'hôpital avec une machine qui vous aide à respirer. Et justement, votre père ne voulait pas finir ses jours à l'hôpital, il voulait rester à la maison. Et arrive l'idée de l'euthanasie ou du suicide assisté. De quelle manière votre père vous présente cette idée ? En fait, moi, j'habite à Beaune, en Bourgogne, depuis une vingtaine d'années. Mon père étant à Liège, je profitais à chaque fois de mon départ pour lui dire « Écoute, papa, quand je reviens, on fera ce que tu demandes ». C'était une façon pour moi d'éloigner un peu la procédure, parce que effectivement, c'était un dilemme. D'un côté, j'avais envie de respecter la parole de mon père parce qu'il souffrait, et de le faire partir comme il le souhaitait. Et d'un autre côté, je voulais garder mon père le plus longtemps possible avec moi. Quand on est adolescent, parfois on a des réactions qui sont un peu fortes avec nos parents, et c'est vrai que mon père, pendant 2 ans, je m'étais un peu éloigné de lui, et donc je regrette un peu ce moment-là. Donc je me dis, gardons-le un peu plus vers nous, et peut-être qu'il y a un miracle. Voilà, quand votre père est condamné, on espère toujours qu'il y a un miracle. Et forcément, il m'avait toujours dit, de toute façon, depuis mon plus jeune âge, je me rappelle que mon père me disait que si un jour il devait terminer comme un légume avec une machine qu'il devait respirer, qu'il fallait débrancher cette machine. Et quand le jour fatidique est arrivé et que le médecin de famille est là et me regarde et me dit « Écoute, Mario, c'est le moment parce que il n'y a plus d'espoir, ton papa là est dans un coma, et même si on ne le voit pas, il souffre, voilà. Et il faut qu'on fasse l'injection. Et donc je lui ai dit là, écoute, avant de faire l'injection, j'aimerais débrancher la machine, puisque c'est ce que mon père souhaitait. Et donc j'ai débranché cette machine, et puis il a eu l'injection, et voilà comment ça s'est terminé. Et après avoir débranché la machine, vous racontez qu'il a repris une respiration naturelle. Oui, c'est ça qui était incroyable, parce que il a attendu que toutes ses familles sortent de la pièce. Quand j'ai débranché la machine, il s'est remis à respirer, alors que forcément il ne pouvait pas respirer sans cette machine. Le médecin m'avait dit que c'était certainement une réaction du corps et que ça allait durer quelques minutes, maximum un quart d'heure. Mais ça a duré facile 2 ou 3 heures. Et finalement, c'est quand tout le monde est parti de la maison, je restais seul avec lui, en face de lui, dans ce petit salon, qu'il a fait ce dernier souffle, voilà, et qu'il est parti. Votre père vivait en Belgique, vous le disiez, en Belgique où l'assistance à la fin de vie est légale. Quelles étaient les démarches, quel rôle vous aviez, vous, son fils, dans ce parcours ? En fait, mon père avait décidé lui seul de partir déjà, donc je n'avais pas un grand rôle à jouer au niveau légal, si vous voulez. Il avait exprimé sa volonté clairement. Voilà, voilà. Sauf qu'il n'avait pas signé les documents à l'époque, et donc forcément, c'était à moi de le faire. Et je connaissais le médecin traitant, puisque c'était le médecin qui m'avait suivi depuis mon plus jeune âge aussi, donc c'est un ami, et il comprenait la difficulté que j'avais. Et avec le recul aujourd'hui, si c'était à refaire, j'aurais dû le faire bien avant. Parce que mon père a souffert, il a souffert énormément, et c'était un peu égoïste d'ailleurs de ma part, parce que j'ai voulu le garder près de moi en me disant que peut-être un miracle allait se produire. Au fond, je savais que le miracle n'allait pas se produire, mais c'est compliqué comme décision. C'est pour ça que je suis pour la fin de vie, assistée, d'une manière, on va dire, d'une manière saine. Parce qu'il ne faut pas tomber dans les dérives forcément, mais dans ce genre de cas, dans ce genre de maladie incurable, nous n'avons pas le droit de prendre la décision à la place de celui qui souffre. Et si celui qui souffre sait qu'il est condamné,
il doit alors pouvoir prendre la décision de partir tranquillement comme il le souhaite. En France, le gouvernement prépare justement un projet de loi sur la fin de vie qui devrait instaurer une aide active à mourir. Ça sera présenté normalement au mois de septembre. Les termes d'euthanasie et de suicide assisté ne figureront pas dans ce texte qui est en préparation. Qu'auriez-vous envie de dire à la ministre en charge de ce texte, Agnès Firmin-Lebaudot ? Que j'ai rencontré d'ailleurs, la ministre Oui. Firmin-Lebaudot il y a 2 mois lors d'un événement avec l'association ARSLA dont je suis ambassadeur qui lutte contre la maladie de Charcot. Oui. J'ai eu une belle discussion avec elle et que je reverrai forcément très prochainement. Je comprends que le mot euthanasie n'est pas adapté et peut choquer certaines personnes. Il me choque moi aussi. Le mot euthanasie n'est pas adapté pour ce type de fin de vie. Hein. Et suicide non plus ? Le mot suicide non plus, je le comprends. Oui. Je le comprends parce que ce n'est pas un suicide. C'est la décision d'un être humain qui souffre et qui sait qu'il va mourir, de pouvoir prendre la décision de partir dignement, sans tomber dans les dérives horribles qu'une maladie comme la maladie de Charcot ou d'autres d'ailleurs peut emmener le patient. Si le patient sait qu'il est condamné que dans 3 mois ou 6 mois ou 1 an, il va forcément mourir, pourquoi ne pas l'autoriser à réunir sa famille, les gens qu'il aime et de lui permettre de dire adieu à ceux qu'il aime. Voilà. Donc forcément, le mot approprié, je ne sais pas quel est le mot approprié pour cette loi, mais en tout cas, il faut absolument qu'il y ait une loi qui autorise le patient à pouvoir mettre fin à ses jours dans la dignité. Dans la dignité, exactement. Et vous racontez ce parcours, ce combat dans ce livre, Mon père, ma bataille. Mario, parlons un peu de vous et de la musique. On se souvient que vous étiez finaliste de la Star Academy en 2001 face à Jennifer. Tout à fait. Votre duo avec Jennifer, Mario, c'est elle qui remportera finalement la finale. Vos relations avec Jennifer sont restées bonnes ? Oui, elles sont restées cordiales. On s'est revus pour les 20 ans de la Starac sur TF1 il y a presque 2 ans. Nous avons passé un super moment. C'était une émission exceptionnelle qu'il fallait faire, je pense. Et je garderai un souvenir merveilleux de cette aventure Star Academy parce qu'elle a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Alors après la Star Academy, vous confessez avoir eu un passage à vide. Vous avez un peu pété les plombs, vous aviez empoché une grosse somme d'argent et puis vous avez tout claqué. C'est le piège de la télé-réalité ? Non, vous savez, j'avais 24 ans à l'époque, lorsque votre maison de disques, Universal Music et TF1 vous font des avances artistiques. À l'époque, il y en avait beaucoup. Donc forcément, vous qui n'aviez pas beaucoup de sous quand vous êtes arrivé à Paris, que vous recevez des sommes assez importantes, on pète les plombs gentiment. Hein. Mais c'est vrai que je me suis amusé avec mes amis, je suis sorti beaucoup, et je ne l'aurais pas fait aujourd'hui à mes 46 ans en tant que père de famille, mais c'est bien de l'avoir fait, parce que c'est pas un regret du tout. Il fallait le faire d'ailleurs, pour que je puisse aujourd'hui comprendre que c'est la vie, tout simplement, et que il y a des étapes qui servent à certaines choses, et l'étape de mes 24, 28, 29 ans m'ont permis de construire aujourd'hui l'homme que je suis. Bien sûr. Alors aujourd'hui, vous êtes en Bourgogne, vous êtes dans l'immobilier, vous avez une agence immobilière, mais la musique fait toujours partie de votre vie. Tout à fait. Moi, je le dis, j'ai arrêté la musique en 2010, et suite aussi au décès de mon père. J'ai eu un divorce, j'ai eu le décès de mon père. Donc, c'était une période très particulière. Et j'étais au plus bas de ma forme, on va dire, physique et aussi productive. Mais vous vous y êtes remis. Et effectivement, j'ai décidé de développer des affaires pour la sécurité de ma famille à l'époque. Et d'ailleurs, avec le recul, j'ai vraiment bien fait, parce qu'il y avait aussi la crise du disque. Le disque
a connu vraiment une période très très compliquée. Et donc il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard et je suis content que la vie m'ait mis sur ce chemin parce qu'aujourd'hui je suis chef d'entreprise, je n'ai pas besoin de la musique pour vivre ma vie et l'album que je suis en train de faire d'ailleurs je le fais sans aucune pression, je le fais en toute liberté. Avec la vraie passion que j'avais à l'époque d'ailleurs, sans me demander si telle radio ou telle radio va le passer. Oui. En quelque sorte, je vais pas dire que je m'en fous, mais ça me fera plaisir forcément. Mais je vais le faire avec mon cœur, je le fais pour mes enfants qui me le demandent depuis quelques années. Et ce sera vraiment un album très très personnel, avec lequel je vais dire ce que je pense. Ouais, bah écoutez, on va entendre un extrait du titre que vous avez sorti il y a un an qui sera sur cet album. Avant que ton cœur se noue quand tu y penses, seul dans le silence, au bout du monde, avant que Venise lentement ne s'enlise et que tu ne lâches l'éclat pour l'ombre. Ça s'appelle Là où tu cours. Mario Baravecchia, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans les débats de l'été sur Sud Radio. Votre livre Mon père, ma bataille, c'est chez Prisma Édition et la photo sur la couverture, je le précise, c'est Nikos Aliagas qui l'a prise. Que j'embrasse fort. Voilà. Et je précise aussi, si je peux me permettre, que les recettes seront reversées à l'association ARSLA, dont je suis ambassadeur, c'est très important. Merci beaucoup Mario, très bonne journée à vous du côté de la Bourgogne. Dans un instant, ce sera Jacques Pessis. Et pour commencer, c'est Passion France avec Christophe Jiquel. On se retrouve demain à partir de midi. Salut, bye.